Lorsque l'on écoute tous les gourous d'internet ou nos proches qui ont mis 1000 euros dans le S&P 500 et qui se prennent pour des Warren Buffett, un optimisme incroyable sur les marchés financiers. Voilà, toutes ces personnes qui vous expliquent que de toute manière, Sam, si tu achètes du SP 500 ou du MSCI World ou du Nasdaq, tu seras forcément gagnant. Regarde, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est en gain moyen de 8 à 10% par an. C'est une valeur sûre. Tu peux y aller les yeux fermés. Ce qu'ils ne savent pas ou ce qu'ils ne vous expliquent pas, c'est que le marché peut baisser même sur les gros indices et il peut baisser pendant très longtemps. On peut même avoir des décennies perdantes. C'est ce qui s'est passé à la fin des années 20 jusque dans le milieu des années 40 où le marché a baissé pendant 17 ou 18 ans et ça, il ne vous l'explique pas. Et moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas super optimiste sur 2026 et pourquoi je pense qu'on va potentiellement sur un marché baissier, sur une bonne récession. Je vais vous partager tout un tas de graphiques, mais juste avant ça, car je le sais que 60% des viewers sur YouTube ne sont pas abonnés aux chaînes qui suivent. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et laisser un pouce bleu. Ça m'aidera énormément et ça vous permettra de ne pas louper les prochains contenus. Alors, on commence avec ce premier schéma qui a été fait par Monsieur Boehner en 1875. Alors, c'est pas nouveau. La particularité de ce graphique, alors c'est pas de la magie, Monsieur Boehner a essayé de montrer que les marchés étaient en réalité rationnels avec des phases d'explosion et de rétractation. Et il a pu montrer les différents cracks qu'il y a eu. Voilà, 99 points haut, 2000 points bas, 2007 point haut, ensuite point bas, 2019 la crise de Covid point haut, puis point bas, et 2026 potentiellement en point haut. Bon, ceci étant dit, c'est une carte qui date du 19e siècle. C'est pas on va pas baser nos calculs, disons, et nos risques sur une carte qui date du 19e siècle. Il y a beaucoup d'autres choses à regarder dans la macroéconomie, dans l'analyse fondamentale, avant de prendre des décisions pour son portefeuille boursier. Et une des choses les plus importantes, c'est l'immobilier. Donc nous, là, on va se concentrer sur les États-Unis parce que les États-Unis, si vous ne le savez pas, c'est un petit peu eux qui mènent le bateau, en fait. C'est eux qui gouvernent, qui dirigent le bateau. Lorsque les États-Unis partent en récession, généralement, ils entraînent énormément de monde avec eux. Et inversement, lorsqu'ils ils ont un marché bullish, ils ont tendance à entraîner le reste du monde, ou du moins le reste de l'OCDE avec eux. Et donc, l'immobilier est un bon baromètre sur qu'est-ce qui se passe dans l'économie. Il faut savoir que lorsque l'immobilier chute, généralement, c'est parce que les taux sont trop élevés. Et donc, lorsque les taux sont plus élevés, les gens empruntent moins, donc ils achètent moins d'immobilier. Et de ce fait, l'immobilier peut baisser. Et lorsque l'immobilier baisse, le prix de l'immobilier baisse, évidemment, cela peut entraîner une baisse de la consommation générale. C'est un indicateur. Inversement, lorsque l'immobilier monte, les gens se sentent plus riches car leur patrimoine, leur fortune a augmenté. En général, l'immobilier augmente lorsque les taux sont bas, donc les gens peuvent emprunter plus facilement. L'accès au prêt est beaucoup plus simplifié par les banques. Et donc, lorsque l'immobilier monte, en général, c'est que l'inflation pas très loin, parce qu'il y a de la consommation. Donc, plus il y a de consommation, plus l'inflation augmente. Voilà, donc ça, c'est un point très important. Et là, on peut voir actuellement qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché américain. On est à presque 2 millions de vendeurs en immobilier pour 1 437 000
acheteurs. Donc, on peut voir que voilà, il y a une difficulté des Américains à acheter de l'immobilier en ce moment. Et les mecs galèrent à vendre leurs biens. Donc, visiblement, il y a un manque de confiance, vu que tout le monde veut vendre ses biens immobiliers et veut récupérer des liquidités. Eh bien, il y a une méfiance sur le marché de l'immobilier. Voilà. De plus, donc ça, c'est les cycles immobiliers. Là, je vous montre voilà, les cycles de 18 ans, hein, enfin de 7 ans en l'occurrence, sur l'immobilier. On a pu voir que en 2020, il y a eu une chute de l'immobilier. Et en 2026, on nous programme visiblement une bonne chute de l'immobilier. Et comme on peut le constater, lorsque l'immobilier se casse la gueule, il y a une récession juste derrière. Voilà, ça c'était le Covid, voilà, récession. Et donc, l'immobilier est en chute libre en ce moment, donc la récession potentiellement, elle est pas loin derrière. Donc la chute des ventes de l'immobilier sont un des signes à regarder pour voir si on va rentrer en récession ou non. Donc pour la configuration dans laquelle on est, donc 72, 2008, 2026, voilà. Comme vous pouvez voir, le cycle se reproduit. Regardez, les années 2000, les années 2020, c'est pareil. Là, on était en récession en 2000. En 2020, on était aussi en récession. Donc, 2008, à chaque fois, c'est le même schéma. Le marché de l'immobilier se casse la gueule et en même temps, récession. L'immobilier, encore une fois, c'est un des indicateurs à regarder, mais c'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. Et un des indicateurs que j'aime regarder, c'est le Shiller PE Ratio. Alors, qu'est-ce que c'est le Shiller PE Ratio? C'est tout simplement c'est le PER. Donc, c'est combien de fois vous achetez les bénéfices d'une entreprise, mais sur une moyenne de 10 ans. D'accord? Pour recontextualiser, si vous voulez, votre PER, parce qu'il évolue au fur et à mesure du temps. Donc là, on peut voir qu'actuellement, on est à 39. On est très très haut. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais en 2000, on était très haut, à peu près vers les mêmes niveaux, autour de 40. On a craché. Ensuite, en 2008, on avait craché, on a remonté, on s'est recraché. Bon, on va dire 2008, c'était encore raisonnable. Mais là, c'était en 29. Vous connaissez l'énorme crise de 29. Pareil, montée du PE ratio, puis on crache. Donc là, hop, ça crache. Hop, ça crache. Et là, vous voyez que hop, on est en train de bien monter. Sauf que si on prend le PE par rapport à la rentabilité du capital, là, ça change tout. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le PE du S&P 500 contre les bons, sur la rentabilité à 10 ans. Donc, excusez-moi. En gros, lorsque le PE, si vous achetez avec un PE de 10-11, vous gagnez environ 17% par an. Ok? Si vous achetez le SP500 avec un PE, admettons, de 18, vous gagnerez à peu près 5 à 10%. Et actuellement, on est ici. Donc là, les gens qui achètent maintenant, le risque est négatif. D'accord? Et donc, comme on peut le voir, on est pile poil dans cette situation. On a un PE qui est largement supérieur à 22. Donc, les risques sont de se prendre des claques négatives. Là, encore une fois, c'est le PE classique du SP500. On est à 29. Donc, bon, là, 2008,
bon, on était monté très haut et ça a craché. En 2000, pareil. En 29, on était à 26, pareil, on a craché. Donc, comme vous pouvez le voir, le modèle se répète toujours. Lorsque le PE est trop haut, on se casse la gueule. Ça, c'est le price to book value. En gros, c'est combien vous achetez les entreprises du SP500 avec tout ce qu'elles possèdent. C'est-à-dire leurs usines, leur immobilier, leurs machines, leur cash, etc. Moins leurs dettes. D'accord ? Donc actuellement, le price to book value est à 5,41. 5,41, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est, admettons que vous achetez une entreprise qui vaut 1 milliard moins ses dettes, vous l'achetez 5 milliards 441 millions. Oui, elle vaut 1 milliard, vous l'achetez 5 milliards 441 millions. C'est le prix actuellement, c'est le price to book value du S&P 500. Et on est clairement dans une bulle spéculative du marché américain depuis un bon moment. Je l'ai déjà montré dans beaucoup de vidéos que je vous invite à regarder. Et lorsqu'on est surévalué à ce niveau-là, généralement, ça ne pardonne pas. Et je vais vous montrer d'autres documents qui sont encore plus parlants. Et par ailleurs, je voulais juste vous montrer quelque chose. En 2000, on était à peu près sur les mêmes niveaux. On était à peu près à 5 fois le price to book value. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2000. Et là, on est encore au même niveau. On est remonté au même niveau qu'en 2000, même un petit peu plus haut. Alors, ça, c'est un graphique qui est très intéressant. C'est les obligations d'État américains à 10 ans moins les obligations d'État à 3 mois. Et donc, on peut voir que lorsque il y a un retournement entre ce ratio, il y a une récession juste derrière. Donc ça s'est passé en 90, ça s'est passé en 2000, ça s'est passé en 2007, ça s'est passé en 2020. Et là, le ratio a plongé en chute libre depuis les années 2000, 2020 et quelques. Donc là, on en est là aujourd'hui. Ça a plongé en chute libre et on est ici. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut potentiellement arriver dans les trimestres à venir. A priori, on a quand même tendance à regarder l'histoire lorsque l'on investit en bourse. Et visiblement, oui, l'histoire se répète. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pourquoi pas 5 ? On continue. Donc là, on est sur un autre graphique, c'est le taux de chômage. Et c'est pareil, sur le taux de chômage nous indique potentiellement les récessions à venir. Parce qu'en fait, voilà, il y a un schéma qui revient constamment. Là, comme vous pouvez remarquer, là, donc en 90, récession, le chômage a chuté, puis a remonté. Récession. Là, on est en 2000. Le chômage diminue, puis remonte. Récession. 2007, le chômage a diminué, puis remonté. Récession. Bon, 2020, ça a fait on va dire, ça fait la même chose, mais on va pas prendre en compte 2020 parce que voilà, il y a eu le Covid, tout le monde était au chômage, donc c'est normal que c'est explosé comme ça. Mais le chômage a diminué et là, on est en train de remonter. Donc, potentiellement, récession. Donc, ça a été confirmé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc, potentiellement, encore aujourd'hui. Il y a d'autres documents à regarder. Donc, ça, c'est un ratio. Si vous voulez, c'est pas un ratio, mais c'est
c'est une fusion de données macroéconomiques, le LEI et le CEI. Et on peut voir de la même façon que lorsque, si vous voulez, le CEI, du moins quand le LEI, excusez-moi, se casse la gueule, eh ben, on rentre en récession. 90, 2000, 2007, 2020, et regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, le schéma s'est encore répété, donc on a encore un signe de potentielle récession. Mais on nous explique que tout va bien, que le SP500 ne risque rien, que ça va monter et il n'y a rien à voir. Ok, super. Mais sauf qu'il y a encore un autre problème, pour moi le dernier problème, mais qui est, je pense, très important, c'est généralement lorsqu'une récession arrive, il y a une chute des ventes de camions. Donc on a pu voir ça dans les années 2000, dans les années 90. On a pu voir ça en 2007, en 2020. Et là, les ventes des camions sont encore en train de chuter. Donc, là, je vous ai montré tous les signes que moi j'utilise en tout cas pour voir si une potentielle récession peut pointer le bout de son nez. Et moi, j'en conclus que c'est très fortement probable que ça arrive dans les prochains trimestres ou les prochains mois. La raison, je ne sais pas. Je ne suis pas devin, j'ai pas une boule de cristal. Ça peut venir d'une guerre. Ça peut venir, je sais pas moi, d'une connerie de Donald Trump. Ça peut venir d'une crise géopolitique. Peu importe, je sais pas, d'un événement extérieur comme le Covid. Mais on s'en fout en fait de qu'est-ce qui va déclencher cette récession, cette crise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va probablement arriver. Enfin, sûr. Il y a de bonnes chances, il y a de fortes chances qu'elle vienne en 2026. Après, elle peut être potentiellement retardée, sait-on jamais. Moi, par précaution, je prends en compte une potentielle récession en 2026. J'ai personnellement retiré mes positions dans les actions américaines, notamment, j'ai vendu mon SP500, etc. Tous ces indices-là, j'ai tout vendu. C'est pas un conseil financier, je vous partage mon opinion, vous en faites absolument ce que vous voulez. Je suis pas, j'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper, donc comme tout le monde. Mais c'est juste mon opinion que je vous partage aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai pas de raison personnelle de rester dans ces gros indices américains qui risquent de se faire salement corriger dans les prochains trimestres. Alors, il y a des gens qui me disent ouais, mais c'est pas grave, ça peut perdre 5, 10, 15, 20, 25%. Ça va remonter. Oui, mais tu sais pas quand est-ce que ça va remonter. Autant ça peut remonter dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, comme ça peut ne pas monter en termes réels pendant 2, 3, 4, 5, voire 10 ans. C'est déjà arrivé qu'on perde pendant plus de 15 ans en termes réels. C'est énorme. 15 ans de perte en termes réels sans une seule année en gain. C'est déjà arrivé sur le SP500. Il ne faut pas perdre ça de tête. On ne sait pas de quoi est fait demain. Si demain il y a une 3e guerre mondiale avec Poutine, les États-Unis, l'Europe ou je ne sais qui, je doute qu'on arrive à sortir avec des positions positives sur les gros indices. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Personnellement, je suis sorti des gros indices américains. Je suis allé me foutre dans une gestion un peu plus value, dans des secteurs
où il y a de la croissance et qui sont sous-évalués. Voilà, je suis désolé, mais je ne vais pas vous donner mon portefeuille comme ça gratuitement sur Internet. Je ferai plus tard, je l'ai déjà expliqué, des potentielles formations, si on peut appeler ça comme ça. Du moins, je partagerai dans du contenu payant avec quels critères j'achète des secteurs ou j'achète des entreprises. Voilà, en développant ma stratégie d'investissement qui me permet de gagner sur les marchés financiers, de battre l'inflation, de battre la plupart des produits financiers grand public, quoi, assurance vie, etc. J'essaie de répliquer ce que fait à peu près le marché. De temps en temps, j'essaie de surperformer légèrement le marché et ça s'arrête là. Mais en tout cas, la première des choses à faire, c'est de ne pas perdre. Parce que, encore une fois, je déteste cet argumentaire de dire tu t'en fous si ça descend, tu vises le long terme. Ouais, mais non. Autant éviter de te prendre des claques. Il faut essayer de gagner le plus souvent possible. Quand tu vois que tu as un éléphant qui t'arrive en plein devant la gueule, tu essaies de l'esquiver. Tu ne te le prends pas en pleine face. C'est dommage quand tu sais que tu as de fortes chances de te prendre une grosse claque dans la tronche par pure flemme de te le prendre en plein dans la gueule et de te prendre des grandes mandales. Parce que, encore une fois, là, les gars, vous faites les guerriers parce que vous n'avez jamais connu de grosses récessions qui durent longtemps. Mais si ça arrive, vous allez craquer, je vous le dis. Vous tiendrez pas 15 ans en perte. Il n'y a personne qui tient 15 ans, 17 ans en perte. C'est-à-dire tu te prends 15 ans de perte, puis après, il va trop falloir, admettons, 5 ans pour récupérer ton argent en nominal. Donc là, tu as perdu 20 ans. Donc imagine, tu as 30 ans. À 50 ans, tu as juste récupéré ton capital en nominal. Donc après, il faut que tu le récupères en termes réels. Tu rajoutes encore 10 ans ou 15 ans. Donc tu as 60, 65 ans. Donc au final, tu n'as rien gagné en pouvoir d'achat. C'est pour ça que je vous dis, les gars, c'est hyper important de, entre guillemets, pas avoir la flemme. Parce qu'une mauvaise erreur comme ça, et ça peut arriver, vous perdez une vie. Vous perdez une vie entière d'épargne, partie en fumée. Parce que pour rattraper le coup en termes réels, je parle bien en termes réels, c'est chaud les mecs. Je vous le dis, c'est chaud et c'est long. Donc, vaut mieux éviter de se prendre des pertes. Même si c'est des pertes, admettons, de 1 an ou 2, autant essayer de gagner et d'aller là où potentiellement le marché va monter. Donc, pour moi, comme je le répète, c'est pas un conseil financier, c'est mon avis. On part sur une bonne récession en 2026. On part sur une bonne récession. Et je me tiendrais écarté, si j'étais vous, de tous les gros indices boursiers de l'OCDE. Ça pue. Voilà, ça pue, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt. Je vais essayer de sortir des vidéos un peu plus fréquemment et notamment des shorts. Alors, surtout, restez connectés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez d'autres choses à ajouter, je vous invite à écrire un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire. Et puis, j'aime bien voir les gens interagir entre eux. C'est toujours sympa. J'essaie de répondre au maximum de commentaires. Et donc, on se dit à la prochaine.